Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. À l'heure qu'il est, elles sont 5. 3 côté gauche, 3 côté droite. Jamais elles n'ont été aussi nombreuses à être candidates pour une élection présidentielle en France. A priori, parce qu'il va falloir attendre de voir qui a les 500 signatures et qui ira jusqu'au bout. Parmi elles, notre invitée aujourd'hui, Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes candidate du Parti Socialiste. Alors vous êtes sûre d'avoir vos signatures. Oui. Et vous dites que vous ne laisserez votre place à personne. Oui, bien sûr, je suis dans l'histoire d'une grande famille politique et je porte cette belle histoire. On va parler du Covid d'abord, parce que vous avez remarqué, on en parle un petit peu moins, parce qu'il y a d'autres événements visiblement, puis le gouvernement est pressé de sortir aussi des mesures anti-Covid qu'il a imposées, y compris dans le milieu scolaire. Pourtant, il y a plus de 200 000 cas encore hier, le pass vaccinal est toujours obligatoire. Emmanuel Macron et le gouvernement disent, eux en tout cas, que personne n'aurait pu faire mieux qu'eux. Quel bilan vous tirez, vous, déjà, de cette épidémie ? Je pense que c'est un peu arrogant de dire les choses comme ça parce que c'est vrai que cette épidémie nous est tombée dessus, qu'il fallait trouver des solutions, que ce n'était pas simple. Mais par exemple, cette hyper-centralisation d'un président de la République qui décidait de tout en Conseil de défense encore aujourd'hui, sous couvert de ce secret défense, au lieu d'impliquer la population, au lieu d'infantiliser ce qu'il a fait la population, au lieu d'en faire des acteurs, il a fait un choix, il a fait le choix aussi d'écarter complètement les maires, les élus locaux et en fait, si ça a tenu, si on a pu faire de la vaccination, si on a pu faire des tests, c'est parce que les Français ont été exemplaires, mais aussi parce que les élus locaux ont mis en place tout ce qu'il fallait pour informer, porter, accompagner pendant cette épidémie. Le gouvernement a fait appel aussi à un cabinet américain de conseil, McKinsey, qui est au cœur d'une commission d'enquête sénatoriale en ce moment. Olivier Véran a annoncé qu'il y avait eu 27 millions de versés pour 54 études pour aider le gouvernement à gérer le Covid, justement, parce qu'il faut peut-être avoir des conseils. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous, cette méthode vous interroge, justement ? Je trouve ça scandaleux, vous voyez, dépenser 27 millions d'euros pour avoir d'un cabinet privé des conseils, alors qu'il pourrait très bien, il aurait pu s'appuyer, je vous l'ai dit, sur les maires, il aurait pu s'appuyer ne serait-ce que sur les préfets de la République pour organiser les choses. Non, il a préféré aller chercher un cabinet privé. On ne sait pas vraiment à quoi ça a servi, mais en tous les cas, nous, on n'en a pas vu la couleur, ni même les effets positifs. Donc, qu'est-ce que vous attendez Donc, maintenant, moi, ce que je pense que procéder comme ça, c'est tourner le dos aussi à ce que notre République a de mieux. Il y a une commission d'enquête parlementaire au Sénat. Qu'est-ce que vous demandez, vous, autour du cabinet McKinsey ? Évidemment au bout. Aille au bout. Est-ce que vous demandez des éclaircissements au gouvernement ? Oui, et puis s'il le faut, des remboursements, bien sûr. Bien sûr. Les députés et les sénateurs socialistes, eux, défendent la vaccination obligatoire. Si vous êtes élu à l'Élysée, il y a peu de chances que le Covid ait disparu comme ça du jour au lendemain. Est-ce que vous imposerez la vaccination obligatoire ? On est dans un autre temps maintenant, et pas de vaccination une grande partie. J'accompagnerai, comme je le fais depuis le début, avec beaucoup de pédagogie, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent se faire vacciner. Non, à ce stade, je pense que d'ailleurs un certain nombre de médecins, et je suivrai les préconisations des médecins, un certain nombre de médecins le disent aujourd'hui. La vaccination protège, et heureusement, et elle a permis de sauver beaucoup de vies, et il faut continuer. Mais on rentrera sans doute dans une autre phase de l'épidémie. Un certain nombre de pays commencent à rentrer aussi dans cette autre phase de l'épidémie. L'Autriche impose la vaccination, par exemple. L'Autriche a imposé la vaccination. Je vous demande ça parce que les députés et les sénateurs socialistes, eux, ont dit on est pour la vaccination. Vous prenez des distances, vous dites pas forcément. Je ne prends pas de distance, mais c'était à un moment qui était au début de l'épidémie. Là, on va arriver. Il y a 15 jours, 3 semaines. Oui, mais là, on va arriver sur la fin de l'épidémie. En revanche, ce qu'ils ont proposé, qui était très juste et qui n'a pas été suivi par le gouvernement, c'était d'avoir des paliers, de se dire quand il y a un seuil de contamination qui excède tel pourcentage de la population, là, on déclenche des mesures qui sont des mesures préventives, de gestes barrières, etc. Et en revanche, on relâche quand on peut relâcher. Ça n'a pas été suivi, mais ça, je le ferais bien sûr si j'étais présidente de la République. Tout change en février. Le prix des péages, et puis il y a aussi les révélations autour des maisons de retraite privées qui font beaucoup débat et qui s'invitent dans la campagne présidentielle. Les changements du 1er février. Le taux du livret A passe à 1%, ça grimpe également pour les tarifs de l'électricité ou 4%, ou encore les péages. L'essence augmente, si les péages augmentent derrière, c'est vrai que ça devient compliqué. Prendre l'autoroute vous coûtera plus cher, 2% en moyenne. Ils prennent pour des pigeons, quoi. Bientôt, ça sera un luxe de rouler, en fait. C'est de plus en plus cher. Je crus comprendre que normalement, tout était amorti au bout d'un certain nombre d'années.
Cette augmentation de prix est automatique car les tarifs des autoroutes sont indexés sur l'inflation. Une bonne nouvelle, alors toute relative, c'est le livret A dont le taux passe de 0,5 à 1%. Ça progresse, mais cela reste très en dessous de la hausse des prix. Sur un an, l'inflation est à 2,9%. On fait un petit effort, mais ce n'est pas du tout suffisant pour immobiliser son argent, en fait. Sur les accusations de maltraitance dans les EHPAD hors PA, le gouvernement a annoncé ce matin l'ouverture de 2 enquêtes. C'est une première. Il faut taper fort pour bien montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays, dans une activité qui ne doit pas être lucrative au détriment de la bientraitance. Mais à l'Assemblée nationale, la polémique monte. Les contrôles que vous diligentez aujourd'hui n'auraient-ils pas dû être accomplis déjà hier? Ce que nous avons lu ne correspond absolument pas à la réalité de la vie dans nos établissements. Le scandale qui continue chez Orpea. Le Canard enchaîné révèle que le directeur général, qui a été limogé il y a quelques jours, aurait revendu pour plus de 580 000 € d'actions avant la sortie du livre choc Les Fossoyeurs. Anne Hidalgo, le taux du livret A est passé à 1%. Ça ne s'est pas vu depuis 10 ans. Ça veut dire que depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande et jusqu'à maintenant Emmanuel Macron, c'était toujours 0,5%. Est-ce qu'il fallait aller plus loin ? C'est une anticipation de l'inflation et ça pose ce problème justement de la hausse des prix, de la stagnation des salaires, des choix que nous devons faire dans notre économie pour accompagner aussi l'investissement. Est-ce qu'il fallait aller plus loin qu'il y ait 1%? Pour l'instant, non. Je pense qu'on est dans quelque chose qui, bien sûr, doit être soucieux de préserver les intérêts des épargnants. Mais c'est surtout un problème plus général. Oui, parce que est-ce qu'il faut que les Français épargnent ou au contraire qu'ils consomment pour relancer l'économie? Je dirais il faut les deux. Il faut bien sûr épargner parce que et utiliser cette épargne pour soutenir, par exemple, dans mon programme, je propose 4 odyssées industrielles, c'est-à-dire s'engager dans les énergies renouvelables, s'engager aussi dans le secteur de la santé où on a à réindustrialiser et à relocaliser des activités économiques. Bien sûr que le livret A, l'épargne des Français doit pouvoir aussi être mobilisé pour ces grandes odyssées qui sont des odyssées. Oui, des odyssées nationales parce que moi je crois à la recherche, je crois justement à cette réindustrialisation dans un monde décarboné, je crois à cette idée qu'on doit rapatrier, remettre dans tous nos territoires de l'activité industrielle pour permettre d'avoir du travail qui rémunère. Donc vous voyez, et l'épargne peut aussi servir à ça. Et l'épargne doit servir à ça, bien sûr. Donc il ne faut pas augmenter trop les taux d'intérêt, sinon ça coûterait trop cher. Bien sûr, elle doit servir à chaque Français à pouvoir évidemment préserver son propre destin, son avenir, celui de ses enfants, et je suis très soucieuse de cela. Mais bien sûr qu'il y a un patriotisme à aller chercher du côté des épargnants français pour accompagner, par exemple, ces odyssées industrielles que je propose. Sur les péages, plus 2%. Plusieurs candidats de gauche, qui sont vos concurrents, Fabien Roussel, par exemple, ou Jean-Luc Mélenchon, mais ça se voit aussi à droite, demandent la nationalisation des autoroutes. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ? Je ne demande pas la nationalisation des autoroutes parce que ça coûterait tellement cher qu'on mobiliserait, je crois que Bruno Le Maire dit 40 milliards d'euros pour cela. En revanche, je propose une autre voie, une voie alternative, qui est de créer un établissement public qui s'appellerait Route de France, qui récupérerait les 9000 km qui sont aujourd'hui concédés, les 3200 km de voies nationales, et qui aurait à les gérer, à accompagner aussi la transformation de nos autoroutes. C'est-à-dire que cette par exemple, structure chapeauterait les opérateurs qui serait privés. un établissement public qui permettrait quoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est qu'effectivement, sur 16 milliards de recettes de la gestion des autoroutes, en fait, 4 milliards vont à la rénovation du réseau autoroutier, et le reste, ça vient finalement financer des dividendes et rétribuer le capital d'actionnaires privés. Donc l'établissement public que vous faites là... Moi, je préférais que ces 12 milliards-là de gap servent plutôt à accompagner là aussi, du point de vue public, avec une vraie politique publique dans un établissement public. Que les sociétés d'autoroutes existent toujours, mais reversent cet argent-là à l'établissement public. En fait, vous savez, ce que l'on a à préparer, c'est la sortie des concessions. La sortie des concessions, elle va se faire en 31 et en 36. Donc il faut la préparer pour qu'on n'ait pas à payer
des dédommagements pour les sociétés concessionnaires aujourd'hui et que ça ne coûte pas cher à l'État comme le coûterait par exemple une nationalisation pure et simple. Donc moi je propose que l'on travaille dès maintenant sur la sortie de ce système de concession et qu'on puisse de fait rapatrier et se projeter aussi avec 12 milliards de recettes qui vont nous permettre quoi? L'équipement par exemple en bornes électriques, l'équipement pour les nouvelles mobilités, de créer des voies dédiées. Mais pour l'instant, les péages, ils augmentent de 2%, et puis ils augmentent chaque année. Oui, parce Cet que établissement public, pour l'instant, il n'empêcherait pas les tarifs d'augmenter. Eh bien, que l'État, en tous les cas, c'est déjà fixé dans les conventions. Dans les conventions avec les concessionnaires, ils sont limités dans la hausse des prix. Mais s'il faut aller plus loin dans cette limitation des hausses des prix... Un gel, comme l'avait fait Ségolène Royal à une époque. Un gel est tout à fait possible. Et je pense qu'il faudra, bien sûr, parce que là, augmentation des tarifs des autoroutes, augmentation du prix de l'essence et en même temps... Donc vous êtes plus favorable à un gel des péages, des augmentations de péages Aujourd'hui, dans l'immédiat, oui, plutôt qu'une renationalisation, parce que je vous assure que l'argent d'une renationalisation ne nous permettrait pas de faire tout ce que l'on va pouvoir faire en sortant des concessions au moment prévu, c'est-à-dire en 2031 et 2036, et en mettant en place cette société qui sera une société gérant un service public autoroutier. C'est ni plus ni moins cela. Mais c'est plus raisonnable et je pense plus judicieux pour le budget de l'État. Et c'est ce qui fait la différence avec d'autres candidats. Oui. Les révélations de mauvais traitements dans les maisons de retraite, notamment du groupe Orpea, en attendant peut-être d'autres révélations. Cette semaine, la ministre chargée des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, ancienne socialiste, a dénoncé le cynisme des dirigeants du groupe Orpea. Un système aussi, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Est-ce que vous vous dites qu'il faut attendre les conclusions ou est-ce que vous demandez maintenant des explications plus précises? Il faut des explications plus précises, mais en même temps, comment s'étonner du fait qu'il y a beaucoup d'optimisation fiscale qui fait que des gens investissent ou des fonds privés investissent dans les maisons de retraite. Et on s'est aperçu de quoi avec ce scandale? C'est que ces maisons de retraite privées, on aurait pu se dire la place est plus chère, ils vont finalement s'occuper, faire plus attention. Pas du tout. Ils ont fait attention à quoi? À rétribuer les actionnaires, les dividendes. Et à côté de ça, à faire en sorte que les personnes, les pensionnaires et les familles soient totalement flouées. Il faut arrêter les maisons de retraite privées? Vous savez, elles sont marginales. Oui, mais elles existent. Est-ce qu'il faut les interdire? Je ne dis pas d'interdiction. Moi, ce que je veux, c'est un service public fort. Un service public très, très fort. Il va falloir embaucher. Dans lequel il va falloir embaucher parce qu'aujourd'hui, on manque partout de personnel. Vous savez, j'ai fait une visite cette semaine à Blois dans un EHPAD où j'ai vu, bien sûr, si on rajoutait 4 à 5 personnes dans chaque EHPAD, déjà, on serait dans une situation qui permettrait de prendre soin de nos aînés. Ça, ce sont vos propositions chiffrées. Ça. Alors, des propositions chiffrées. D'abord, vous savez, il faut partir de l'idée que c'est une grande chance d'avoir cet allongement de la vie et qu'on doit accompagner avec beaucoup de bienveillance nos aînés. Je vous dis chiffres parce que regardez, Fabien Roussel a dit qu'il faut 200 000 personnes au moins dans les EHPAD. Jean-Luc Mélenchon, 150 000. Vous, c'est quoi votre chiffre? Nous, on est, en tous les cas, le chiffre que je propose, c'est 40 000 personnes à recruter. Mais vous savez, recruter ces personnes, aujourd'hui, vous ne les trouvez pas sur le marché. Il faut les former, il faut les accompagner, bien les payer. Il faut revaloriser exactement leur salaire parce qu'on les a vus en première ligne dès le début de la crise Covid, ces personnels, souvent des femmes, on les a vus, elles étaient d'ailleurs en grève avant même la période du Covid et la pandémie. Et on en est au même point. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'infirmières ou de médecins la nuit dans les EHPAD. Vous vous rendez compte que la grande réforme de la dépendance qui était annoncée par Emmanuel Macron a encore été retardée. Donc, moi, je propose d'abord un grand service public d'accompagnement, à la fois avec le maintien à domicile comme principe de base, et ça veut dire rajouter à l'allocation personnalisée à l'autonomie des moyens pour qu'on puisse rajouter des heures pour que des personnels puissent venir au domicile des patients. Et puis, bien sûr, pour le très grand âge et la très grande dépendance, avoir des EHPAD avec des tarifications sociales aussi. Il y a des tas de gens. Et avec 40 000 embauches, et avec 40 000 embauches et avec des personnels que l'on considère également comme on doit les considérer dans notre société. Et maintenant, pour la campagne présidentielle. Une de plus à gauche, Christiane Taubira, tandis qu'à droite, la bataille fait rage aussi pour le second tour. Un air de campagne à J-63 du premier tour de la présidentielle.
Cette semaine, pour suivre la campagne, il ne fallait surtout pas perdre le nord, de Liévin à Dunkerque, en passant par Lille. Le premier à s'y presser, c'est le président de la République, avec une enveloppe et quelques envolées. Quelles que soient les morsures de l'histoire, cela tient. Les gens sont fiers. Fiers de venir d'ici, d'y habiter, et avec la volonté de relever les défis du temps. Une ode aux gens d'ici que n'a pas goûté l'un des mousquetaires de Valérie Pécresse. Ce déplacement, il est évident. C'est un déplacement d'un candidat qui ne veut pas dire qu'il est candidat. Éric Zemmour aussi a exalté la terre du Nord et ses habitants. En cette terre de l'amour et de labeur, de charbon et de coron. Mais il n'avait pas prévu leur capacité à manifester contre sa venue. Quand on porte la haine et la peur, on ne fait pas une campagne politique. Il n'est pas le bienvenu. Martine Aubry ne veut pas d'Éric Zemmour dans sa ville, mais elle a du mal à tenir ses troupes au PS. La campagne d'Anne Hidalgo est à plat. Rien ne se passe, rien ne prend. Je ne participerai pas à ça. À la Fondation Abbé Pierre sur le logement, Anne Hidalgo cherche donc à consolider la maison socialiste. Je suis du côté des maires bâtisseurs et il faut produire du logement. Et ce, face à une Christiane Taubira aux fondations plus fragiles. En un mot, résumer l'intervention de Christiane Taubira. Flou, réaliste, décevant. Bon, vous êtes sans pitié, hein. Sans pitié pour les délinquants, ça c'est le menu de la droite devant le syndicat de police Alliance. Quand on attaquera un policier, ce sera 1 an de prison ferme. Un policier n'aura plus peur de se défendre en pensant qu'il sera mis en garde à vue. Les étrangers et les clandestins délinquants seront systématiquement reconduits chez eux. À part ça, la campagne continue, mais certains candidats semblent déjà ne plus y croire. Macron va être réélu dans l'état actuel des choses. Les puissances financières qui sont emparées de notre pays l'ont d'ores et déjà décidé. Jean Lassalle, qui est en piste pour être candidat aussi, Anne Hidalgo, il dit que Emmanuel Macron est le candidat des puissances financières. Il est le candidat de ceux qui veulent que rien ne change. Parce non, mais des que ça leur puissances va très financières, bien. en l'occurrence. Je n'aurais pas les mêmes expressions que lui, mais en tous les cas, il est quand même le candidat de ceux qui rêvent que rien ne change. C'est-à-dire que les inégalités continuent, que la situation des plus fragiles et des invisibles reste dans l'invisibilité, qui n'ont sans doute pas trop d'intérêt à voir ce qui se passe dans notre pays du côté des services publics parce qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà, mais il sera le candidat le moment venu. Et alors, pour le moment venu, c'est important, parce que pour l'instant, Emmanuel Macron a des choses à gérer, notamment sur la scène internationale. Demain, il va rencontrer Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a dit dans La Voix du Nord cette semaine qu'il ne pouvait pas se déclarer parce qu'il y a des choses justement à gérer en tant que président de la République. Vous le comprenez, ça ? Il y a quand même une élection présidentielle, donc s'il envisage d'être candidat, il faudrait quand même qu'il le dise, parce que la Constitution n'a pas prévu qu'un président qui soit absorbé par sa tâche, finalement, passe l'épreuve à côté. Donc il faut qu'il se déclare très vite. Bah, écoutez, on est quand même dans un pays démocratique, un pays où l'état de droit, ça a du sens, où le respect des oppositions, ça a du sens, où le respect du débat politique, ça a du sens. Et donc, je crois qu'il est temps, puisqu'il quand même il utilise beaucoup les moyens de l'Élysée pour sa campagne présidentielle, il est temps qu'il ose enfin plonger dans le grand bain. Vous croyez qu'il n'ose pas ? Ah, bah, je pense que pour l'instant, il essaye de retarder le mouvement. Juste, quand il se déclarera, est-ce que vous souhaitez un débat de premier tour avec tous les candidats, y compris lui ? Bien sûr, je crois que les Françaises et les Français ont besoin de cela. Vous savez, moi j'ai été candidate à ma réélection à Paris et j'ai accepté de débattre avec tous les candidats qui étaient en lice. Et c'est pas parce que j'étais maire sortante que j'allais m'extraire. Donc un président doit faire la même chose. Oui, parce qu'il n'y a pas de réélection automatique. À chaque moment, on remet en cause et on remet devant les citoyens son mandat. Et ça serait une première, mais bon... Il est habitué à un certain nombre de premières où finalement on a basculé vers une monarchie républicaine et je crois qu'il aimerait tellement que finalement le temps de l'élection ne soit qu'un temps assez réduit. On va accueillir maintenant Lilian Alemania, chef du service politique de Libération pour sa carte blanche. Bonjour Lilian. Bonjour Francis, bonjour Madame Hidalgo. Vous êtes en campagne depuis, on va dire, la fin de l'été. La gauche n'a jamais été aussi désunie, éparpillée, éclatée depuis 2002. Les sondages
vous donne aujourd'hui avec le pire score que le PS puisse faire sous la Ve République. Et pourtant, cette semaine, dans Libération, vous nous avez dit que vous étiez la candidate légitime. Aujourd'hui, dans le journal du dimanche, Christiane Taubira vous répond à distance. Elle affirme avoir le plus gros socle de légitimité à gauche. Pourquoi êtes-vous plus légitime qu'elle ? Je ne suis pas là pour donner des points, d'autres s'en chargent. Non, mais en ce qui concerne ma candidature, c'est la candidature d'une femme de gauche, social-démocrate, qui a fait sienne l'écologie et qui s'inscrit à la fois dans une grande histoire, cette grande histoire de la gauche dans notre pays, de cette gauche républicaine qui a transformé le pays, qui a apporté les grandes conquêtes sociales. Je pense bien sûr à la réduction du temps de travail, au salaire minimum, etc., etc. Qui vous a mis en 5e position avec 400 000 votants. Oui, vous savez très bien, c'est formidable. Et vous croyez que vous croyez que la politique se résume à des clics? Non, la politique, c'est aussi de cet engagement, c'est aussi du compagnonnage, c'est de la fidélité, c'est du respect, et c'est surtout aussi une vision de l'avenir. Et moi, la vision que je propose, c'est celle d'une famille politique qui gagne aussi partout en Europe. Cette famille social-démocrate que je porte ici, qui a fait sienne l'écologie, elle gagne partout en Europe. Pourquoi? Parce que pour que la gauche revienne au pouvoir en France, il faut que ce soit une gauche qui soit une gauche de gouvernement, une gauche responsable, lucide, vous avez appelé, sur aussi ses pendant erreurs. des années, le Parti socialiste a justifié le vote pour le Parti socialiste pour voter utile. Aujourd'hui, est-ce que le vote utile à gauche, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, compte tenu des sondages qui le placent en tête à gauche? Je pense que le vote utile pour les Françaises et les Français, notamment des classes moyennes et des catégories populaires, c'est le vote pour des femmes et des hommes qui acceptent de gouverner, qui acceptent l'épreuve du pouvoir. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon n'accepte pas de gouverner? Il dit que s'il arrive au second tour, il va discuter avec vous pour faire un gouvernement. Il y a une gauche qui est dans l'incantation, dans la protestation, dans la colère. Elle est légitime, c'est pas un sujet. Mais moi, je suis de cette gauche qui accepte de se confronter aux réalités pour les transformer. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de travail dans notre pays, il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a un problème de transition écologique qui n'est pas assumé. Et la gauche qui transforme, c'est celle que j'incarne, c'est celle que je représente dans cette élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon aurait pu appeler à une Oui, Jean-Luc Mélenchon a dit, si je suis au second tour, je discuterai notamment avec les sociodémocrates. Mais Jean-Luc Mélenchon ne sera pas au deuxième tour. Lorsque l'on part pour l'instant, il est mieux placé que vous, en tout cas. Lorsque l'on part d'une position qui est une position protestataire, qui est une position d'ailleurs qui a été très dans la contestation, y compris de la légitimité de cette gauche de gouvernement. Je suis cette gauche républicaine, cette gauche de gouvernement, et en même temps, si vous cette gagnez, gauche qui fait sienne l'écologie. De rentrer dans un gouvernement. Je suis cette gauche-là qui essaye d'abord de rassembler les Françaises et les Français. Est-ce que vous seriez capable de gouverner avec M. Mélenchon? Vous savez, dans mon équipe, j'ai rassemblé, par exemple, à Paris, Grandeur Nature, c'est la capitale de la France. J'ai autour de moi des femmes et des hommes qui voulaient gouverner ensemble. Il se trouve que du côté de la France insoumise, ils ne veulent pas gouverner avec les sociodémocrates. Vous avez dans votre majorité les écologistes. Donc, je finis juste un point. Vous savez, aujourd'hui, cette gauche, celle que je représente, elle est présente partout en Europe. C'est celle qui transforme. Au Portugal, avec Antonio Costa, qui vient de regagner ses élections, qui avait été lâché d'ailleurs par la gauche plus radicale. C'est celle de Pedro Sanchez, c'est celle de Olaf Scholz. Cette gauche-là qui fait les changements réels dans le pays. Justement, vous avez dans votre majorité les écologistes à Paris. Vous allez avoir dans cette présidentielle un candidat écologiste qui est Yannick Jadot. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de Yannick Jadot? Il y a des points communs, heureusement, et je pense que c'est bien qu'il ait une vision progressiste commune. Mais il y a beaucoup de choses qui nous distinguent. D'abord, vous savez, je prends un sujet très concret, la question du logement. Moi, je considère que l'écologie ne peut pas se jouer contre les classes moyennes ou les plus pauvres. Et qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est d'abord des politiques sociales pour accompagner. Par exemple, le prix très cher, le coût... Pas là-dessus, ah non, ça c'est clair. Sur le coût, par exemple, de l'essence, je propose aujourd'hui une baisse de la TVA à 5,5 quand les écologistes proposent qu'on garde les niveaux de prix de l'essence aujourd'hui. Sur le logement, lorsque moi je propose que l'on construise du logement social, je l'ai redit à la Fondation Abbé Pierre, parce qu'on ne peut pas considérer que le mal logement dans notre pays devrait être passé par pertes et profits et qu'on ne devrait plus construire parce que ça serait mal de construire. Il y a là une très très grande différence. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais ça, c'est une différence importante. Aujourd'hui, considérez-vous que l'électorat social-démocrate a choisi aussi
Emmanuel Macron? Bien non, parce que je pense qu'il y a une partie de cet électorat qui avait pensé très sincèrement qu'il y avait du côté d'Emmanuel Macron en 2017 quelque chose qui ressemblait à la social-démocratie. Puis ils ont vu quoi? La violence sociale de ces politiques. Oui, mais il y en a qui disent aujourd'hui, je vais voter Emmanuel Macron parce que la gauche est désunie. Il y en a aussi qui me disent jour après jour ce que tu dis sur la République, ce que tu portes justement sur cet équilibre, sur le fait que l'économie, nous devons la transformer pour faire la transition écologique, ce que je dis aussi sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire. Ils me disent ça, pour nous, ça relève vraiment de ce point d'équilibre très ambitieux que recherche la social-démocratie, que je porte. Macron, je crois qu'on a compris que c'était de droite et de droite. Vous, oui, mais tous les électeurs, peut-être pas, disait Lilian. Eh bien, on va aider à ce que le débat puisse avoir lieu lorsque le président sortant acceptera de faire juger son bilan. Merci Lilian. Merci beaucoup. Merci. Les Jeux Olympiques d'hiver en Chine, c'est en ce moment, ça a commencé, c'est sur France Télévisions notamment. Ils viennent de débuter sur fond de tension autour du sort des Ouïghours. Il y a aussi l'aberration écologique qui a été pointée du doigt. Fallait-il, parce que c'est un peu trop tard peut-être, mais la ministre des Sports doit aller sur place, faut-il boycotter les JO de Pékin? Non, je ne suis pas du tout pour le boycott des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je soutiens totalement le combat des Ouïghours et je pense que la politique de la chaise vide n'est jamais la bonne politique. Je pense qu'il faut aller sur place et dire ce qui se passe vis-à-vis des Ouïghours. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal avec en Chine, le vote, par exemple, des députés socialistes il y a encore quelques jours? Au contraire. Voulait faire reconnaître le massacre des Ouïghours comme un génocide. Mais on va quand même aux Jeux Olympiques. Au contraire, bien sûr. Vous savez, je l'ai dit sur une chaîne du service public, lorsque j'ai reçu le président Sisi, le président égyptien, qui était venu en visite officielle en France, il y avait des demandes de boycott de cette rencontre. J'ai réuni toutes les ONG. Je leur ai dit, je ne vais pas boycotter, mais je vais lui dire où sont ses opposants et je vais demander leur libération. Ce que j'ai fait. C'était pas facile. C'était pas le moment le plus agréable, mais je ne suis pas pour la politique de la chaise vide. Merci Anne Hidalgo d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Réalisation Tristan Nolin, rédaction chef Claire Sébastien. Tout de suite, Sophie Le Saint pour l'actualité de la mi-journée.